Vous êtes avec Anna Toumazov, bienvenue dans Tunnel, l'émission où j'invite des personnalités à me mettre et à vous mettre des tunnels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jennifer Ayash. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors, le moment de tournage, on est sur la fin de semaine de canicule, je crois que ça fait 8 jours qu'on se tape On est au bout, des très là. très chauds. Tu as eu l'immense gentillesse de rester à Paris Oui. pour faire cette interview. Donc voilà, ici c'est climatisé et on est bien. Dehors c'est encore un four, mais là on va se parler pendant 1 heure et justement on va parler d'une thématique qui rappelle le Mercure qui s'affole, qui va être notre fil rouge de conversation, et notre fil rouge va être le rouge. C'est beau. C'est un compliment parce que c'est ma couleur préférée, mais tu m'évoques le rouge. Et alors, tu as évidemment les cheveux rouges, les lèvres rouges, et ce depuis toujours, beaucoup de tenues rouges. Moi aussi, c'est ma couleur préférée. C'est vrai, Ouais. je m'en étais doutée oui, du ouais. coup. Même la DA de Superbus, le groupe qui t'a fait connaître, figurait évidemment du rouge, beaucoup de rouge. C'est quoi ton rapport à cette couleur ? Mais c'est en fait un truc de superstition, je pense, qui me vient. Alors, je crois que c'est de ma grand-mère quand même, mais elle m'a toujours dit qu'il fallait avoir un petit bracelet rouge, un petit truc rouge sur moi. Et du coup, depuis que je suis petite, et j'ai gardé ce truc-là. Donc, j'ai toujours quelque chose de rouge. Bon, là, c'est les cheveux, donc c'est pratique. Mais les cheveux, tu risques pas de les... Voilà. Mais j'ai l'impression que ça me protège. Ok, et donc le rouge, tu l'as choisi comme ça parce que... Ma grand-mère, vraiment. Ok, donc c'est vraiment un truc dont on t'a toujours parlé comme une superstition qui t'est absolument restée. Ouais. Le fait d'avoir choisi de porter du rouge aussi fréquemment, alors j'imagine que c'était une raison de goût personnel, mais est-ce qu'il y avait aussi une forme de, typiquement pour affronter la scène, se donner du courage, du cœur à l'ouvrage, enfiler un costume ? Je crois, ouais, parce que je trouve que dans cette couleur, tu as un truc assez puissant, en fait. Ça te met c'est comme un costume de super-héros, quoi. Donc c'est vrai que pour aller faire des concerts ou se montrer en public et tout ça, c'est vrai que d'avoir du rouge, je trouve que ça donne un peu d'ampleur, quoi. Et donc, moi qui suis quelqu'un d'assez réservé, timide, pas très à l'aise devant les gens, j'ai l'impression que d'avoir cette couleur sur moi quelque part, ça me donne un peu de force, ouais. Donc tu es une personne tout à fait normale, tout à fait ordinaire, Complètement. qui d'un coup enfile son costume de scène pour devenir une autre personne, évidemment, une bête de scène, une rockstar sur scène. Ouais, ou en tout cas proposer un show, quoi. Enfin, voilà, avec Superbus, c'est vrai que bon, ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on a commencé. Fou. Ouais, c'est assez fou. Et c'est vrai qu'au début, je voyais ça, voilà, comme des potes qui font des concerts ensemble et tout. Là, maintenant, je trouve vraiment du plaisir à me dire, on propose un spectacle. Bien sûr. Et c'est vrai que oui, d'avoir un concept, d'une couleur, un truc, ça fait partie aussi du spectacle qu'on propose, quoi. Et qu'est-ce que Jennifer du groupe Superbus dit de la Jennifer Ayash que j'ai face à moi ? Je vais faire quelque chose de parfaitement inélégant. Si vous nous regardez en vidéo, ce qui est possible sur YouTube et Spotify, vous allez le voir. Sur un précédent épisode avec Christophe Willem, j'avais une robe fendue exactement comme ça, ce qui donnait un truc très très inélégant où ça faisait une fente au niveau de mon genou, voilà. Donc là, je vais me lever et tourner ma jupe, voilà. Mais dans le même temps, Jennifer, tu peux me répondre. Attends, c'était quoi la question ? Parce que le cerveau est parti. Qu'est-ce que la Jennifer de Superbus, la star qui justement irradie sur le centre de la scène avec des tenues flash, etc., dit de la Jennifer Ayash ordinaire qui est face à moi ? Je pense qu'elle lui donne du courage, voilà. Je lui donne du courage, un peu comme toi quand tu tournes ta robe devant tout le monde, c'est très bien. C'est du courage. Là, voilà, je sais que je n'aurai pas le problème, je me sens apaisée. C'est c'est vraiment comme un truc de super-héros, je pense. Quand on monte sur scène, c'est nous, mais décuplé en fois 5 millions, quoi. Donc et quand t'es, en général, les gens qui font de la musique, ou les artistes en général, c'est des gens assez timides, je pense, et assez introverti, et c'est une très bonne thérapie quand même de faire ça. Et la personne publique, et notamment scénique, finit par faire évoluer la personne privée ? Est-ce que tu peux prendre de l'assurance en tant que... Carrément. Évidemment, à 25 ans, tu as grandi aussi, oui. forcément... Mais c'est vrai que ça m'a vachement aidée parce que
parce que j'avais ce truc d'avoir peur des gens. Alors on m'a souvent dit que je pouvais avoir l'air un peu hautain, que j'étais un peu froide et tout ça, mais en fait c'est juste de la peur. J'étais pas très sociable et tout ça, mais comme beaucoup d'artistes vraiment, hein, je pense que ça nous aide, ça nous transforme. On arrive mieux à communiquer, on arrive mieux à s'exprimer aussi quand tu l'as fait plein de fois. Au bout d'un moment, ça devient plus naturel. Et donc ouais, mais ça s'apprend, ça se travaille quoi. Mais là, les premières interviews, justement, comme on fait entretien individuel, j'imagine qu'en groupe c'était peut-être plus facile, mais c'était difficile du coup pour toi. En groupe, je trouve ça difficile moi de faire des interviews. Bah ouais, parce que en plus c'est des mecs, c'est le bordel. Enfin, tout le monde parle, ils disent des conneries et tout. Donc c'est vrai que on est un peu distrait quand on est tous ensemble. Donc c'est vrai que maintenant je fais des interviews toute seule quand même plus fréquemment là. Et justement, la question de se dissocier, de prendre des distances un peu du groupe. Donc toi, avec Superbus, vous avez pu avoir d'énormes tubes. C'était lequel de tous ces titres qui était le plus personnel pour toi en tant qu'individu ? Le plus personnel, il y en a 2, c'est Lola et Butterfly. Donc ça tombe bien parce que c'est ceux qui ont le plus parlé aux gens et qui sont les plus marquants de notre groupe, quoi. Mais ouais, c'est des titres qui étaient... Lola, surtout, c'était un titre assez intime parce que voilà, c'était ma première histoire d'amour avec une fille et j'avais 20 ans et je me disais mais comment je vais raconter ça, comment je vais l'exprimer, et je me suis dit je vais en faire une chanson un peu pop où on comprend pas forcément tout de suite. Et qui est un hymne bi en plus. En plus. Mais qui est devenu après, j'imagine que tu l'as pas pensé comme ça sur le moment. Non. Mais c'est vrai que c'était, il y a 20 ans, j'assumais pas encore ce qui m'arrivait, quoi. Donc c'était pour moi une chanson très intime, quoi. Mais donc à ce moment-là, tu te dis je vais faire un coming out public et ça va aider des gens, enfin j'en sais rien, ou tu te dis tiens, c'est une façon subtile de raconter un truc que je suis... C'était plus ça, c'était plus une façon subtile, parce que le coming out, je le faisais pas. On me demandait avec qui j'étais. Évidemment, c'était la grande époque People. Mais je disais rien. Je disais que je pouvais avoir des petits trucs avec des filles, mais c'était très flou. Et donc, c'était pas vraiment un coming out, c'était plus une façon, moi, de me... Je sais pas, je trouve que, en plus, écrire sur des femmes, des filles, j'ai toujours trouvé ça vachement plus inspirant. Je trouve que les filles sont hyper inspirantes. Donc pratiquement toutes mes chansons partent d'un truc chez une fille, quoi. Et Lola, c'est celle qui a été le plus... un peu le haut de l'iceberg, parce que voilà, ça parlait vraiment de l'histoire que je vivais, quoi. Que tu vivais en temps réel. T'aimes quelle autre couleur que le rouge ? Parce que je suis en train de penser, il y a une romance, alors lesbienne, mais peu importe, du coup, de deux femmes, qui a évidemment fait beaucoup de bruit et défrayé la chronique par ailleurs, qui s'appelle La vie d'Adèle, qui en anglais c'était Blue is the warmest color. Ah oui, c'est vrai. Où Léa Seydoux du coup a les cheveux bleus. Oui, c'est vrai. Donc là dans ce film là et dans le livre dont c'est tiré, c'est toute la métaphore du bleu qui est tirée. Est-ce que toi il y a justement tu vois un lien entre le fait entre le rouge et le fait de raconter des histoires d'amour, etc., ou ça peut s'incarner sous d'autres couleurs, ou pour toi l'amour c'est le rouge? Je trouve que ça va quand même bien, c'est un truc, on se dit que le rouge c'est un truc de passion aussi, c'est le feu, c'est quelque chose qui est dangereux, voilà, quand les températures, quand elles sont dans le rouge, c'est parce que c'est trop chaud. Donc le rouge pour moi c'est une couleur qui parle d'amour, mais d'amour dangereux, quoi. Mais le rouge, c'est la couleur du feu, comme tu le dis. Donc le feu, à la fois, ça réchauffe, à la fois, ça détruit. Le feu, c'est incontrôlable. Toi, dans ta vie, qu'est-ce qui est justement... qu'est-ce qui serait incarné par ce feu ? Qu'est-ce qui est dangereux dont tu tâches de te tenir éloigné tout en étant accro à ça ? Je pense que les histoires d'amour, en fait,
longtemps, j'ai eu tendance à me dire que quand ça faisait mal, quand c'était dur, quand tout ça, que c'était vraiment fort, que c'était du vrai amour. Alors qu'on sait très bien maintenant, on a compris en grandissant, en évoluant que l'amour, c'est pas censé détruire, c'est pas censé faire mal, c'est pas censé faire des crises de nerfs, de machin. C'est pas bon ça. Mais moi, c'était longtemps ma façon d'aimer et d'être en relation, c'était ça quoi. Toutes mes relations, elles ont été hyper, je sais pas, il y avait quelque chose de violent, mais pas dans le sens physique, mais de violent dans le sens incarné quoi. Et du coup, ce rouge-là, il fait partie de ma vie et maintenant j'apprends, je mets un peu plus d'eau, de bleu et j'essaye de me dire que une relation jolie qui te rend bien et tout ça, c'est pas forcément dans le rouge quoi. Comment est-ce que tu as fait pour en revenir de cette vision très passionnée de l'amour? C'est compliqué de se défaire de cette addiction-là. C'est hyper compliqué. C'est le cerveau qui va vraiment former des connexions. Ouais. Enfin, c'est un vrai truc. Hein. Et pour moi, je pense que c'est le travail de toute une vie, en fait, d'arriver à apprendre à aimer de manière saine, de manière calme, de manière douce, de se faire du bien à soi aussi, de laisser de l'espace à l'autre, de s'en laisser à soi. Tout ça, c'est vraiment un travail, mais de tous les jours, quoi. Maintenant, avec un peu plus d'âge et tout, je suis beaucoup plus tranquille et bien à l'âge que j'ai maintenant, qui est donc un petit peu avancé. Mais c'est vrai qu'on s'en sort, je pense, une fois qu'on a dépassé la limite. Moi, je pense que j'ai failli mourir pour quelqu'un, quoi. Donc, quand tu arrives à ce truc-là, tu dis bon, c'est pas stop, quoi. On arrête ça. Ça va pas. On va mourir là. Donc, et quand tu arrives à ce truc-là, bah voilà, tu te tournes vers une autre forme de relation. Et puis, alors le truc difficile à faire, c'est de reproduire pas de reproduire le même schéma tout le temps, quoi. Et ça, c'est compliqué, ouais. Et je trouve que la première histoire d'amour saine, après un enchaînement de passion, est très compliquée à vivre dans les débuts, parce que c'est comme si on réapprenait à marcher. Tout à fait. Et on ne sait rien interpréter correctement. C'est-à-dire que notre cerveau est en alerte. Complètement. Puisqu'il a appris à lier amour et souffrance. Complètement. Donc il se dit, ah mais si je suis en train d'aimer, c'est que je vais souffrir. Ah mais attends, si je suis pas en train de souffrir, c'est que je suis pas en train d'aimer. Ah mais attends, là c'est trop simple, ça va forcément partir en live. Complètement. C'est dur d'éteindre cette alerte rouge à nouveau. C'est le temps et puis la confiance aussi que tu donnes à l'autre, que l'autre te donne. Enfin, c'est tout un truc où on te rassure aussi. Enfin, c'est juste tomber sur la personne qui va être la bonne personne, en fait. C'est pas plus compliqué, mais c'est dur, ouais, de se remettre quand t'as vécu que des choses comme ça, dans l'extrême et tout, d'arriver à vivre après une histoire où, ouais, t'es bien, t'es heureux et tout, mais tu te dis, mais attends, ça veut dire qu'on s'aime pas, on s'aime moins, c'est quoi? C'est quoi le plus gros red flag pour toi maintenant? Moi, ça a toujours été le même depuis toujours. Hein. C'est quelqu'un qui ment ou qui trahit. Ça, pour moi, c'est terminé, quoi. Et toi, ce serait quoi ton red flag? Si moi je suis un red flag. Toi, si t'as un red flag, ce serait quoi? Moi, c'est la dépendance, c'est-à-dire que j'ai longtemps eu besoin de l'autre comme une bouée, quoi. Et est-ce qu'il faut se préoccuper toujours de tous les signaux? Alors, je ne dis pas évidemment tous les signaux de violence, etc. C'est très important de s'en protéger. D'ailleurs, si une personne qui écoute cette interview a des doutes sur la nature de la relation qu'elle vit ou même qu'il vit, il y a des ressources pour ça. Vous avez le chat d'En Avant Toutes, commentonsaime.fr. Vous avez aussi le numéro d'urgence contre les violences faites aux femmes, le 3919. Mais donc, mis à part ces signaux qui sont évidemment ceux de la violence,
Est-ce qu'il faut toujours chercher à tout décrypter, tous les signes rouges, ou est-ce qu'il faut un peu d'insouciance et même d'inconscience pour être pleinement libre? Il en faut, évidemment, il faut de l'insouciance, il faut un truc spontané aussi. Mais c'est vrai que c'est mon cas. Moi, j'ai tendance à tout suranalyser, décrypter, me dire attends, mais si elle ou il a fait ça, est-ce que ça veut dire ça et nana, et pourquoi t'as dit ça comme ça? Donc c'est vrai que moi ça peut être ça mon red flag, Ouais. c'est que j'analyse tout quoi. Donc ça peut faire peur, je pense. D'après la professeure de psychologie à l'université de Lausanne, Christine Moore, le rouge est la seule couleur qui engendre une réaction physiologique affectant directement notre corps. Ça marche même sur les bébés parce que les bébés ignorent le bleu. Par contre, le rouge, ça crée des réactions. Je crois bien. Le rouge donne donc un signal. Toi, le rouge, ça te donne le signal de quoi, justement? Tu penses à quoi directement quand on te parle de cette couleur? Ben, je suis d'accord, je pense que c'est une couleur qui peut être, qui peut énerver, qui peut exciter, qui peut mettre en colère ou qui peut, en tout cas, donner un truc dynamique, quoi. Est-ce que les gens ils réagissent différemment face à toi quand tu as les cheveux rouges ou pas? Non, mais ça fait pas très longtemps. Enfin, ça fait 2-3 ans que j'ai les cheveux rouges. Mais c'est bizarre parce que tout le monde me dit, mais attends, ça peut pas toujours que t'as les cheveux rouges. Non, en fait, avant j'étais brune, mais ça fait 3 ans que j'ai les cheveux rouges. Et non, les gens ils sont pareils qu'avant, quoi. Parce que tu as parfois les femmes, quand elles se teignent en blond notamment, Ouais. elles disent que la façon dont elles sont appréhendées dans l'espace public n'est plus du tout le même. Ah, mais blonde, c'est encore autre chose, je trouve. T'as déjà porté les cheveux blonds? Ouais. Et Bon. tu l'avais ressenti ça aussi? Non, parce que j'étais vraiment plus jeune, ado et tout, et non. Non, moi, j'ai pas senti ça. On parle de voir la vie en rose parfois, donc c'est voir la vie avec douceur, avec niaiserie presque, Ouais. avec amour. En rouge, c'est plus la colère quand on dit voir les choses en rouge. Qu'est-ce qui te fait voir rouge, toi? Ouais, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs. Surtout en ce moment, quoi. Surtout en ce moment, là, les histoires avec les enfants, le ministre, tout ce qui se passe là, les enfants, là, moi, ça m'a mis mais hors de moi, quoi. Ouais, l'affaire Liana, ça Oui, fait vraiment ça, un et puis, déclencheur. en Le plus, périscolaire, tous les... voilà, tous ces trucs-là, je pense que je pourrais vraiment devenir violente en vrai, quoi. Là, c'est pas juste des mots de dire ouais, je pourrais. Là, vraiment. C'est violent parce qu'on met directement les gens en danger, et là, en l'occurrence, des enfants. Non, mais c'est ça. Alors oui, évidemment, les femmes, tout ça, c'est très. Mais les enfants, là, je trouve qu'on touche à. C'est l'intouchable, quoi. C'est des gens, ils méritent même pas d'exister sur la planète, quoi. Mais surtout qu'en fait, il y a toujours eu, de par la culture du viol assez prégnante dans notre pays, Ouais. Il y a toujours eu un peu des circonstances atténuantes qui sont toujours trouvées, qu'on a fini nous-mêmes en tant que femmes par intérioriser, Ouais. mais aux violeurs, aux agresseurs, etc. Mais effectivement, il n'y a plus rien qui tient quand il s'agit d'enfants, et pour autant la justice reste défaillante. Mais c'est ça qui peut me mettre en colère vraiment. Mais parce que, c'est terrible, mais on a l'impression qu'ils se couvrent tous les uns les autres, quoi. Donc je suis désolée, mais voilà, Darmanin, c'est quand même le mec. Il a aussi plein de casseroles, quoi. Donc comment on peut demander à quelqu'un qui fait des saloperies d'aller défendre, d'aller faire justice pour... c'est un monde de dingue, quoi. Ça peut me mettre en colère, et je me dis, il faut même pas qu'on en parle parce que je peux être vraiment vénère. En fait, ce qui est assez stupéfiant dans les sphères politiques aussi, pour avoir beaucoup fréquenté ces milieux-là, c'est qu'en fait, quel que soit le parti, les mécanismes internes sont tels que pour arriver au sommet de ton propre parti, ou en tout cas être dans les têtes qui se dégagent, il faut forcément avoir su jouer des coudes au milieu de gens qui sont horribles. Donc en fait, il faut forcément déjà avoir un vice. Et donc, bien sûr. Les quelques personnes entre lesquelles nous, on peut choisir, c'est que le fond du panier. C'est le fond du panier. Humain, en fait. Donc c'est très, le fond du panier, complètement. C'est très, très difficile. Mais c'est qui, toi, les artistes qui t'ont inspiré en grandissant, qui ont pu être des icônes, des gens français ou pas d'ailleurs, hein. Ouais, moi c'était les groupes avec les filles en tête. J'aimais Blondie, Garbage, No Doubt, Texas. Dès qu'il y avait une nana en front girl, je trouvais ça, je trouvais ça beau, quoi. T'as toujours su que tu voulais faire ça?
j'ai toujours su que je voulais faire, en tout cas, un groupe, ouais. Et c'est toi qui as l'initiative de la formation du groupe. Ouais. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, j'écrivais des chansons, je suis rentrée des États-Unis, je te la fais très courte, hein, j'avais 14 ans et j'ai commencé à écrire des chansons et j'étais encore au lycée, mais il y avait personne qui jouait trop de musique, donc j'ai commencé à passer des petites annonces et tout, enfin c'était un peu à l'ancienne quoi, donc petites annonces, j'allais dans les studios, j'essayais de faire écouter mes cassettes, mes démos. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer Mitch, qui est guitariste, qui m'a présenté le bassiste. Enfin, on a commencé vraiment par un qui me présente, un tel. Et puis ça s'est formé en 99. On avait à peu près toute l'équipe qui est la même aujourd'hui, sauf le batteur. Mais c'est fou, Ouais. 27 ans après. Ouais. C'est dingue. C'est fou. C'était avant l'an 2000. C'était avant l'an 2000. Et justement, alors je sais pas si ça tient à ça parce que je pense qu'il y a surtout beaucoup de talent et beaucoup de travail, mais le rouge, donc après le noir et le blanc, était la toute première couleur qu'ont fabriqué les hommes, les êtres humains. Et en Chine, c'est la couleur du bonheur et de la chance. Ah oui. Est-ce que ça a marché pour toi ? Ouais, mais c'est pour ça que je pense que c'est cette couleur que je lâche jamais parce que depuis toujours, je la porte sur moi et ça, oui, ça m'a quand même porté chance, quoi. Mais il y a un peu une couleur. En fait, moi, je trouve que c'est un peu tu vois, la couleur de l'instinct de vie, là où le bleu, ça. Justement. Enfin, on fait que shame le bleu. Ouais. Peut-être qu'un jour, je ferai une émission sur le bleu, qui sait. Ouais. Mais il y a un côté plus calme. Ouais, c'est calme le bleu. Le rouge, c'est. C'est ça. Et je pense que j'en ai besoin. Après, on a besoin de plein de couleurs. Hein. C'est bien. Il paraît qu'il faut porter plein de couleurs. Ça fait du bien. Ça attire que les choses positives. Mais oui, ce rouge-là, ça fait partie de ma vie vraiment, quoi. Et le rouge, c'est aussi la couleur du sang. Ouais. Est-ce que toi, toute cette espèce de mythologie qui dirait que ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est des choses auxquelles tu souscris ou pas plus ? C'est pas que je souscris, c'est que je vois que c'est vrai, puisque ça m'est arrivé. Ce qui nous tue pas, ça renforce, c'est vrai. C'est un truc vrai, ça. Hein. On est là encore, quoi. Comme, quand je te disais tout à l'heure, j'ai failli mourir par amour, machin. Comme ça arrivait à plein de gens, mais au final, on s'en sort toujours, quoi. Mais est-ce qu'on s'en sort plus fort ou est-ce qu'on s'en sort plus fatigué ? On s'en sort plus... On s'en sort fatigué, mais quand même, on a appris, quoi. On s'en sort grandi. C'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai quand même. Et en termes de longévité de carrière, justement, on vient de le dire à l'instant, c'est assez impressionnant ce que tu fais avec Superbus, mais ce qui se passe aussi en solo. On va en parler dans quelques secondes. Est-ce qu'il faut des creux pour justement avoir des ups, parce que quand on fait des tubes, etc., il y a évidemment des moments où on franchit des niveaux de super tubes qui sont très durs à réatteindre à chaque fois, parce que c'est déjà une bénédiction. Beaucoup d'artistes le disent, de pouvoir faire un tube. Exactement. Donc quand on réussit à en faire plusieurs, c'est formidable. Exactement, c'est pour ça que oui, il y a des creux, forcément, il y a des moments où tu sors un truc, puis ça fait pas forcément le résultat que tu espérais, mais c'est pas grave, parce que oui, nous, on a la chance d'être arrivés dans une période où il n'y avait pas encore toutes les plateformes de streaming, tout ça, les réseaux sociaux et tout, donc on a pu avoir l'air un peu différent et un peu, voilà, il n'y avait pas trop de groupes comme nous en France, donc c'est pour ça aussi, je pense qu'on a eu cette chance-là, et je suis vraiment dans la gratitude, quoi, de me dire waouh, c'est beau, on a quand même des titres qui sont passés en radio, qu'on joue encore aujourd'hui, qui sont encore aimés aujourd'hui et tout, c'est canon, quoi. Toi, tu as un titre en solo justement qui vient de sortir au moment où cette vidéo est diffusée. C'est une reprise d'un titre de Tattoo, de All About Us. Ouais. Donc le refrain, vous irez écouter évidemment si vous ne l'avez pas encore entendu. Le refrain, t'as gardé une partie de l'anglais, mais les couplets, c'est en français. T'as fait une réadaptation. Exactement. Pourquoi t'as voulu faire ce titre qui est un monument aussi de la musique internationale ? Parce que déjà Tattoo, ça a été un groupe que j'ai beaucoup aimé, avec All the Things She Said aussi. C'est des chansons comme ça qui marquent, et
et qui aide une génération en tout cas et tout. Moi, ces chansons-là, elles m'ont vachement aidée aussi. Et les clips aussi. Les clips, enfin voilà, c'était hyper nouveau de voir ces deux meufs hyper cool ensemble, en train de faire une espèce de pop rock un peu dark, russe et tout. Elles avaient vraiment un truc. Et là, en fait, ce premier titre, il arrive, mais parce qu'il est le premier titre qui ouvre un EP, en tout cas. Je ne sais pas si je vais faire un album avec tout ça, mais pour l'instant, c'est un EP de covers de titres comme ça des années 90-2000 que je kiffe, que je pense les gens ont peut-être un peu oublié, mais en même temps, s'ils les réentendent, ils vont dire « Ah ouais, putain, j'ai adoré ce truc ». Et là, j'ai eu envie de faire 5-6 titres comme ça, un peu réadapté à ma sauce, réadapté en français aussi, de titres de ces périodes-là. Et voilà, donc pour l'instant, c'est le premier. Mais je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait All About Us parce qu'en plus, alors, c'est le deuxième plus gros tube de Tattoo, mais les gens ont plus retenu All the Things She Said. Ouais. Moi, je sais que c'était mon préféré All About Us. Ah aussi. ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment, je trouvais ouf. Et attends, il y a ce troisième, j'essaie de me rappeler, ceux qui faisaient I'm the sun in the night. Mais ça, c'est pas Tattoo, ça. Ça, c'est pas Tattoo. Non, ça c'est. Non, je pense que j'ai chanté faux. Ça, c'est les Smiths. Non, Ce que tu chantes, c'est les Smiths. Je l'ai chanté faux parce qu'on est en fin de journée. Mais c'est How Soon Is Now. Ça, Attends, j'ai pas tout. J'écoutais pas tout de Tattoo. Non, mais celle-là, je crois qu'elle était dans des. Soit elle a été dans un. Ah, mais oui, mais c'est une cover des Smiths. Ah, mais c'est pour ça. Celle-là ? Attends. Ça va être fou, on va écouter. Voilà, ça c'est une cover des Smiths. Ah, mais c'est pour ça, mais voilà. Donc elle aussi faisait des covers. Pour moi, c'était un OG. Et attends, donc là, du coup, sur cette EP, à quoi est-ce qu'on peut ça ? Parce que là, encore rien n'est sorti, à part cette reprise de All About Us. Ouais. Alors, des petites exclus, c'est des titres qui sont vraiment entre 90 et 2005. Et répertoire français ou international ? International. Trop bien. Voilà. Ah, j'ai trop hâte de savoir. Et des titres que peut-être vous avez un peu oubliés, quoi. Mais c'est génial. Parce que, donc là, tu sais pas encore si tu vas en faire assez pour faire un album. Ouais, pour l'instant, j'en ai 6. Et dans les titres inter, tu as fait à chaque fois des réadaptations. Ouais. C'est très, très fort. Ouais, c'est que des réadaptations. Précédemment, il y avait aussi eu des feats. Tu avais repris des tubes de Superbus avec des artistes qui ont émergé ces dernières années. Avec qui est-ce que tu avais choisi de bosser ? Là, il y avait Rory qu'on avait pris avec nous sur Butterfly. Qui est une artiste belge vraiment cool, que j'adore, qui est vraiment, vraiment cool. Son album est super, enfin vraiment on s'est hyper bien entendu, donc c'était très naturel de la faire venir sur ce titre. Et puis après on découvre pas du tout, mais il y a eu Lola avec Oshi et Nicolas Sirkis d'Indochine, donc là c'était le Graal. Ouais, mais Oshi c'est fort parce que c'est la new gen. Moi je crois qu'elle est née la même année que moi, c'est une 95 et du coup en étant c'est une meuf qui est ouvertement lesbienne, qui a beaucoup chanté là-dessus, qui s'est beaucoup fait harceler d'ailleurs dessus. Ouais, je sais bien. Également. Et je pense que elle fait partie justement de cette génération pour laquelle un son comme Lola, c'est non seulement culte, mais en plus ça a été profondément émancipateur et une profonde aide. Mais c'est donc pour elle, ça doit être fou furieux d'avoir chanté. C'est ce qu'elle m'a dit. On est très copines et c'est vrai qu'on se parle souvent. Et elle me disait que cette chanson Lola, ça l'avait vachement aidée quand elle était ado. C'était une vraie représentation, bien sûr. Donc elle était super contente qu'on la fasse ensemble. Et puis en plus avec Nicolas Sirkis qui nous marie dans le clip, qui est prêtre. Et là, t'es comment du coup sur ton envie d'être plutôt en individuel ou plutôt en groupe ? Est-ce que le groupe, au bout d'un moment, quand on est une femme dans un groupe d'hommes, c'est forcément en serrant pas que les mecs avec toi soient pas sympas ou quoi, mais est-ce que juste il y a une envie d'indépendance par rapport à un collectif ? Enfin, comment est-ce que tu vois les choses ? Ou est-ce que tu vois ça comme deux carrières distinctes que tu as envie de mener librement en faisant des va-et-vient ? J'ai envie de voir ça comme deux carrières distinctes que j'ai envie de mener librement, parce que mon groupe, c'est ma famille, donc j'ai une espèce de loyauté envers eux qui
qui est indestructible. Donc, du coup, j'ai besoin évidemment de faire des choses seule parce que c'est comme dans un couple, on a besoin de son petit espace de temps en temps. Mais par contre, je sais que mon groupe, je les lâche pas, je n'arrête pas Superbus. C'est vraiment là un EP ou un album même que je m'offre aussi pour me faire plaisir et prendre du temps pour moi seule sans forcément tout partager tout le temps. Voilà. Mais est-ce que c'est intimidant du coup quand justement tu dis que tu es plutôt timide et pas forcément... oui, t'es pas forcément dans une forme d'extraversion. Ouais. Est-ce que c'est stressant de se dire, bon, ben là, ça va être un projet que je vais porter toute seule, je vais devoir en faire la promotion toute seule, je vais devoir faire des scènes toute seule. Qu'est-ce qui te stresse le plus ? En fait, je me suis toujours cachée derrière mon groupe. Je sais, les gens m'appellent Superbus. Enfin, moi, je n'ai pas de prénom, je m'appelle Superbus. Donc, c'est vrai que là, ce projet sous mon nom, à défendre seul, etc., c'est un challenge vraiment très grand, mais j'adore parce que j'apprends encore et c'est pour ça qu'on vit, quoi, c'est pour apprendre tout le temps. Donc je sais que j'ai très peur de sortir quelque chose sous mon nom, mais en même temps, voilà, c'est sympa, c'est cool. Et là, typiquement, tu arrives à te projeter justement en ayant eu l'habitude des tournées internationales avec Superbus dans une tournée toute seule, faire une aventure. Alors, on n'est jamais évidemment toute seule en tournée. Non. Il y a, oui, des techniciens, des musiciens, etc. Mais sans eux, en tout cas. En fait, comment tu l'appréhendes ? Sans eux, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Je me dis, mais est-ce que je vais pas m'ennuyer s'ils sont pas là ? Est-ce que ça va pas être... c'est ton seul référentiel de faire tout ça avec Superbus. Complètement. Donc c'est vrai que je me pose plein de questions, mais en même temps, c'est ce que je te dis, c'est que c'est un peu challengeant et ça me plaît bien. Faut essayer, quoi. Faut voir comment ça se passe, on verra bien. Mais je vais tout faire, en tout cas, pour que ça se passe bien et que je sois heureuse dans ce projet-là aussi, quoi. Et tu dis donc qu'on t'appelle Superbus. Oui. Bon, évidemment, la notoriété du projet, du groupe a dû complètement vous dépasser, même si vous avez dû vous habituer au bout d'un moment, parce que ça fait quand même... Non, on s'habitue jamais. Ça fait longtemps, mais justement, parlons de Tapis Rouge. Est-ce que tu vois la notoriété comme une récompense ou comme un piège et un truc dont on pourrait se passer ? Non, c'est une récompense. C'est une récompense. C'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que voilà, tu crées quelque chose, tu as ton cerveau qui fonctionne pour voilà, sortir des choses, essayer de toucher des gens qui sont un peu comme toi et tout. Et du coup, la musique, pour moi, voilà, c'est pour rassembler des gens qui ont les mêmes problèmes, en fait. Et la reconnaissance, et en tout cas la notoriété, c'est la cerise sur le gâteau. C'est juste être connu. Voilà, les gens, ils te reconnaissent, mais ils savent même pas forcément ce que tu fais. C'est oui, juste sympathique. Ils disent, ah, j'ai déjà vu ta tête quelque part. Bon, voilà. Et ça peut t'arriver à l'autre bout du monde aussi, d'être reconnu via Superbus ? C'est rare quand même. Après, je vais pas souvent à l'autre bout du monde. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, non, c'est pas. Ça a dû m'arriver peut-être une fois, mais je sais plus où, en Espagne, je crois. Mais c'est toujours des Français, quoi. Oui. Oui, c'est pas... Non, j'ai pas... Non, ça va, je suis plutôt très tranquille. Et à quel moment tu t'es sentie, justement... j'imagine qu'il y a des déclics où tu dis « Ah !» À quel moment tu t'es sentie devenir une personnalité publique ? Il y a quelques années, quand on a sorti notre 3e album avec Lola, Butterfly, et que les clips passaient tout le temps en télé, les chansons en radio, qu'on faisait plein de concerts, plein de trucs, c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, bon, là, ça y est, quand je sors faire mes courses, par exemple, les gens, ils me regardent un peu, ils font des petites messes basses, et c'est pas... Je sais pas si je le vis très bien, ça, moi. Donc, mais voilà. t'as un peu une dépossession de ta propre personne, quoi. Ouais, après maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus lambda parce que c'est vrai que tout le monde est très accessible. On a les réseaux sociaux, on se parle tous, tout le monde peut nous écrire et il y a beaucoup moins de distance. Donc les gens sont moins hystériques quand ils voient quelqu'un de célèbre. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, ouais, j'aimais pas trop. Le premier,
tube qu'il y avait eu avant Lola et c'était Travel the World avant C'était Lola après et Travel the Butterfly. World. Ah, il était après. Ouais. Non, il y avait eu sur le deuxième album, il y avait une chanson qui s'appelait Radio Song et qui était sur Guitar Hero. Mhm. Et du coup, c'est un jeu qui s'est vendu à je sais pas combien, 15 millions d'exemplaires. Et ce titre-là, il avait bien plu, même à l'étranger et tout. Et donc le raz-de-marée massif, ça a été vraiment le troisième album avec ces deux titres-là, puis Travel the World et quelques autres titres après. Je me rappelle sur Virgin Radio, mais j'écoutais Virgin Radio en bah boucle oui. et ça y était. En boucle. Vraiment, et en plus, tu sais, on me dit que les musiques qui nous marquent le plus pour le restant de nos jours, c'est les musiques de quand on avait 14 ans. Exactement. Cette fourchette autour. Non, mais c'est vrai. Et je suis née en 95, du coup. T'avais quel âge? Mais c'était en 2006. T'avais plus. T'avais 20. Non, 2006. Non, je suis née en 95. Ah oui, donc t'avais 12 ans. 11 ans. Quand il y a Lola qui sort. T'as 12 ans? J'ai un souvenir déformé. J'ai l'impression que c'était plus quand j'étais en troisième qu'il y a eu Lola. J'avais 13 ans en troisième. 2006, ouais, c'est 7, 8. Ouais, mais c'est ça, mais c'était voilà. fou. C'était incroyable. C'est dingue. Mais oui, mais en plus, c'était l'époque des clips et tout. Effectivement, c'était plus marquant parce qu'il y avait moins l'immédiateté des réseaux sociaux où il y a une profusion de titres qui passent. Et effectivement, on le dit, même maintenant, il y a moins de tubes fédérateurs parce que chacun a sa sous-culture, en fait. Vrai. Et c'est beaucoup plus dur de faire des tubes que toutes les générations vont connaître, qu'on va entendre en radio, etc. Est-ce que tu vis le fait donc, de revenir sans ce groupe comme quelque chose qui te place à nouveau au centre de la scène sans armure ou ça va, t'es quand même parée au bout de 27 ans? Je suis parée, mais en fait ce projet je le vois vraiment comme quelque chose pour me faire plaisir au départ parce que c'est que des chansons que j'aime bien. Et c'était super marrant de réadapter ces titres et de me les approprier. Donc ça, c'est surtout de prendre du plaisir à faire quelque chose. Et après, voilà, on le donne aux gens. Mais au départ, j'ai quand même fait pour kiffer, quoi. Et donc, tu t'es pas dit, je vais faire une suite logique, je veux des morceaux qui aient tel sens. T'as pris plutôt des morceaux qui te des morceaux plaisent, qui me plaisent, mais il y a un sens quand même. Dans chaque titre, c'est très cohérent, les titres que j'ai choisis. Parce que All About Us aussi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, on l'a su des décennies après, mais Tattoo, c'était une vaste opération de queerbaiting. J'étais dégoûtée. Ouais, elles étaient pas du tout lesbiennes ni bi, c'était deux meufs hétéros. Il y en a même une qui était giga homophobe et giga pro-Poutine. Exactement, je sais. Et est-ce que, en fait, je me suis posé la question aussi, c'est le fait de reprendre ce titre et en plus d'en faire le trailer de ton projet à venir, c'était pas une réappropriation queer finalement d'un queerbaiting? Un peu parce qu'en vrai j'étais super déçue quand j'ai appris que c'était fake parce que je les trouvais tellement cool toutes les deux. Bien sûr. Et du coup je me suis dit voilà, moi je vais le faire, mais je vais assumer et c'est vrai. Et donc le clip qui arrive bientôt, il est en rapport. Est-ce qu'il y aura du rouge dans ce clip? Il n'y a pas trop de rouge. Non, le rouge c'est pour Superbus. Là, c'est autre chose. Comment on s'occupe justement en ces périodes de canicule où le mercure rouge toujours et particulièrement haut? Comment on s'occupe? Les recommandations culturelles notamment. Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque, la discographie? J'ai plein de vinyles et tout, mais en vrai, là, quand il fait chaud comme ça, t'as même pas de cerveau pour parler ou pour réfléchir, quoi. Là, c'est un miracle que j'arrive à te parler là. Mais vraiment, merci pour cet honneur. Non, mais même toi, c'est un miracle qu'on arrive à discuter et que ce soit cohérent, quoi. Là, je sais pas où on trouve l'adresse. Enfin, personnellement, vraiment, je l'ai dit en off. J'ai passé plus de 8 jours sous fièvre. Canicule. Et avec quand même un truc exceptionnel, c'est que dimanche soir, je me suis endormie. Il y avait un match de la France lundi soir que tous mes potes allaient voir et tout. Mais je ne l'ai pas vu puisque je me suis réveillée mardi matin. Oh, t'as dormi 24 heures, quoi. Plus, quoi. Wow. J'ai fait des petits réveils un peu, tu vois. Mais non, c'est ça l'occupation quand il fait chaud. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre truc, quoi. Des glaçons et tu dors. Non, et là, j'ai reçu pas mal de livres de la rentrée littéraire pour préparer le Mac de l'été sur Inter. Ouais. Mais j'ai essayé de lire, mais ouais, en fait, c'est... Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Le vraiment... cerveau ne veut pas. Tu vois, dans les Simpsons, le singe qui joue des cymbales dans le cerveau, enfin, c'est... Ouais, non, c'est très, très, très Tu compliqué. peux pas. Faudrait faire les interviews que tu fais là, mais sans la clim.
quoi ton rapport justement en tant qu'artiste à cette dichotomie toujours entre les goûts populaires qui seraient vus comme vulgaires, littéralement, puisque ce qui est vulgaire, c'est ce qui se rapporte au peuple, la plèbe, et ce qui est hype, et du coup qui est niche. Mais pour moi, ça y est, on a passé le cap. Enfin, on le sait depuis un petit moment, mais ce qui est populaire maintenant, ça devient hype. Donc c'est ça qui est génial, c'est que moi, je viens d'un moment de la musique où il fallait avoir chacun ses codes, chacun sa scène, chacun son truc. Nous, on n'était pas assez rock pour être dans les groupes de rock, mais en même temps, on était trop machin pour être... Bon, et maintenant, tout est mélangé. Et c'est vrai que même nous concernant, j'ai ressenti une espèce de hype qu'on n'a jamais eu avant, où je me suis dit, ah ouais, putain, c'est fou, quoi. On revient 20 ans après. Enfin, on n'était pas partis, mais je veux dire, nos titres sont ressortis avec des feats et tout. Et tu ressens une espèce d'engouement parce que comme toi, les ados qui nous écoutaient, ils ont 28, 30 ans maintenant, et c'est eux qui font et puis la génération tendances, qui est prescriptrice, bah oui. Ouais. Donc, mais pour moi, vous étiez méga hype à l'époque. Genre vraiment, en plus, j'étais vraiment une pétasse. Genre, je snobais tout et tout, et je vous écoutais grave. Genre, je me mettais sur mon blog. Mais bien sûr. Mais bien sûr, pour moi, c'était giga hype. J'adore. Mais oui, non, cette espèce de dichotomie. Bah, je le dis souvent avec des potes qui font comme moi, comme ça, des interviews et tout, et on choisit un peu qui on reçoit. Et je leur dis toujours, mais putain, ne choisissez pas vos invités en fonction de ce qui va plaire au book club. On s'en branle. Non, c'est sûr. Et j'ai rien contre le book club. Je trouve que c'est un endroit très chouette où passer des soirées. Mais je veux dire, faut sortir sa tête du microcosme parisien. Je trouve qu'il y a plus de trucs de populaire et machin et niche et trucs. Non, Maintenant, faut juste pas inviter les cons et les salopards, quoi. C'est tout. C'est compliqué. On peut pas inviter beaucoup d'hommes hétéros, malheureusement. Je te lance. Comment est-ce que tu vas faire la promo? Tu vas faire comme on demande à tous les artistes de se mettre à TikTok, etc. J'ai commencé, mais je sais pas. C'est dur, hein? Ouais. Je sais pas si je suis très. C'est encore une fois, c'est un métier. Mais même moi, j'ai démarré sur les réseaux sociaux. Mais j'ai démarré sur Instagram, TikTok, je n'y arrive pas. Ouais. Donc, les artistes, quand je vois qu'on vous dit, ouais, il faut que tu aies une musique qui trend. Ouais. Après, je pense que c'est aux gens de créer la trend, c'est pas à nous, quoi. C'est pas à toi de décider que. Non. Enfin, ou sinon, ça se voit que c'est forcé, comme quand les marques essaient d'être rigolotes et de s'embarquer dans des trucs. Je laisse, si ça fait une trend, tant mieux, sinon, c'est pas très grave. Quand vous avez commencé, justement, à l'époque, il y a 27 ans, qui d'autre était émergent au même moment que les gens qui sont plus jeunes et qui n'écoutaient pas à l'époque situent? C'était l'époque c'était la première Star Academy, donc il y avait Jennifer, il y avait... Ton homonyme. Voilà, mon homonyme. Il y avait les L5, il y avait Tokyo Hotel, il y avait Kyo. Ah oui, la pop culture à son prime. Ouais, il y avait, je sais pas... Mais Kyo qui sont revenus qui aussi sont là encore, sous les vivaces de la foule, quoi. Ouais. Tout le monde est trop content. Ouais. C'était l'époque aussi du pop-punk, un peu avec Sum 41, Blink-182, ce genre de truc incroyable, très guitare, quoi. Ouais, c'était bien. Je pense que je suis pas objective, j'étais petite puis j'étais ado, donc forcément, voilà. Là, dans la scène actuelle, avec qui t'adorerais, sachant que le rock est en train de revenir en bombe, on en parlait tout à l'heure en off, et moi, je suis trop contente parce qu'il y a trop de nouveaux groupes là que j'adore. Avec qui t'aimerais bien, toi, collaborer, fitter, même des gens qui sont pas du tout dans ton univers musical de base? Il y a une nouvelle scène tellement incroyable. Les meufs sont trop fortes. Les meufs, Zao Zagazan, moi, elle m'a mis une gifle. Théodora, évidemment, c'est tellement sans limite que c'est génial. Elle mélange tout. Elle a créé un vrai truc, donc évidemment Théodora serait cool parce qu'en plus elle a quelque chose d'hyper rock'n'roll, cette meuf, donc à fond. Voilà. Et moi j'aime bien les filles qui sont l'opposé de moi, donc ça serait plus des Aya, des meufs qui vraiment elles savent jouer avec leur corps. Moi, je sais pas, je suis beaucoup plus dans... Oui, t'es dans une introversion, encore une fois. Et du coup, je me dis, ce serait génial d'avoir quelqu'un qui explose
solaire et moi qui serais un peu plus le côté son du truc, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un comme ça pour faire un feat. Ouais. Ah bah écoute, on va voir. De toute façon, si l'EP prévu se transforme en album, peut-être qu'il y aura des collabs dessus. Moi, j'ai trop hâte d'entendre parce qu'on est vraiment sur, justement, je le disais, les années qui m'ont forgé. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre. Allez écouter All About Us, repris en partie en français. C'est très, très fort comme réadaptation. Pour finir, qu'est-ce qui est le plus rouge dans ta vie en ce moment, spontanément? Ce qui est le plus rouge... Tu parlais de coups de sang, évidemment. On a parlé du mercure aussi. Ouais. Mais coups de sang, là, je me suis fait des bons là récemment. C'est pour ça que je te dis, tout ce qui s'est passé là et tout ce qui continue de se passer, c'est très bien d'aller manifester devant les tribunaux tous les lundis. Je vais y aller aussi. Toutes ces choses-là, c'est dans le rouge, mais je crois que c'est vraiment nécessaire et... Ça peut être constructif, la colère, en tant qu'individu, en tant que société. Mais grave. Là, je pense que... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment donné, ça va réellement péter, je pense, à tous les points de vue. Donc, là, c'est en train de... Mais là, les gens sont trop fatigués pour... Là, il fait trop chaud, mais... mais je pense qu'on va vivre une drôle d'année politiquement et sociétalement, effectivement. Et il faudra ménager ses forces pour ne pas être dans le rouge. Ouais. Écoute, je pense... On a fait le tour de la question. Ok. Rouge. Est-ce que tu as aimé ce tunnel? J'ai adoré ce tunnel. C'était très chouette. C'était intéressant à écouter. En plus, on est bien climatisé ici, ça c'était un plaisir. J'ai vraiment pas hâte de retourner dans le four de dehors. Mais tente... où il va faire encore 46 degrés. C'est clair, 50. Parce qu'après tout, il n'est que 19h. Mais tente une interview sans clim pour voir. Non, mais... Après... Pour voir si le cerveau déraille pas et si ça devient pas hyper drôle. Mais tu sais qu'hier, ça a été... En fait, j'ai vraiment passé une journée trash parce que, ayant sauté la journée de lundi, étant en pleine prépa du Mac de l'été, sachant que la semaine prochaine, je rentre dans ma famille en congé, parce qu'il faut vraiment que je me repose à un moment ou un autre, et que j'avais toutes les interviews d'aujourd'hui, donc vous étiez 4 à écrire. En fait, je me suis retrouvée à devoir tout faire dans un temps plus réduit que d'habitude, ce qui n'est pas un souci en soi, parce que parfois quand tu te donnes des échéances de temps, ça... Mais là, en fait, avec un cerveau qui ne marchait pas, j'habite dans un arrondissement où il n'y a pas les hôtels de luxe, les machins, les halls dans lesquels tu peux être réfugié. Donc hier, j'ai littéralement écrit dans un endroit où il faisait 40 degrés, et j'essayais d'écrire les interviews, mais j'étais... Et les mots, ils venaient pas. Mais c'était horrible, vraiment, j'essayais de connecter, et tu sais, ça ne vient pas, je vois très bien. Lent, je vois très bien. Tu sais, on est comme nos téléphones qui bug, c'est vraiment... qui chauffe, là. C'est atroce. Bon, écoutez, j'espère que quand vous entendrez ces épisodes, cette affreuse période caniculaire sera terminée, que vous serez au frais en tout cas, que vous n'oublierez pas quand même tout ce qui s'est passé parce que il faut absolument qu'on essaie d'évoluer sur toutes ces questions de gestion des problèmes climatiques, notamment, ça c'est mon combat en tout cas en végétalisant les villes. Je crois que c'est très important. Il y a plein de villes où c'est le cas et Paris, je pense que c'est une ville qui est absolument invivable à cause de ça aussi. Donc voilà, on a vraiment vu les gens souffrir cette semaine ici. Alors moi, je parle d'ici parce que je n'étais pas ailleurs, mais je me doute que j'ai ma famille qui est partout ailleurs en France. C'était la souffrance aussi. Mais voilà, dans le sud, on est mieux adapté. On a les volets, on a des points d'eau, on a des machins. Paris, c'est une catastrophe. Donc il va falloir sauver quand même les gens, notamment tous ceux qui sont obligés d'habiter ici, qui ne sont pas propriétaires. Voilà, c'était le mot de la fin. Jennifer, on te retrouve aussi, on l'oublie quand même, parce que là on parle donc de All About Us qui est déjà sur toutes les plateformes disponibles, de l'EP qui arrive bientôt, mais tu as aussi un accord Arena avec Superbus le 24 novembre à Bercy. Moi je dis Bercy encore. Moi aussi, j'y vais. J'allais complètement dire Bercy. À l'Accor Arena. Voilà, hâte d'y être. Nous aussi, franchement, hâte d'y être. En 25 ans, on n'a jamais fait cette salle. Donc, on prépare un très gros show. Donc, ça, c'est génial. Mais écoute, que hâte. Il y aura la climatisation là-bas en plus. Puis on sera en novembre, donc après. Quoique. On sait jamais. On sait pas, mais il y a la clim. On sait plus. Écoute, on te retrouve donc le 24 novembre à l'Accor Arena à Bercy, donc dans le 12e arrondissement à Paris. Est-ce qu'il y aura des dates ailleurs qu'à Paris ? Bien sûr, il y a plein de dates ailleurs qu'à Paris. Qu'on peut retrouver sur nos réseaux, etc. Mais je sais qu'il y a Bordeaux, Lyon, Rennes, Lille. J'en oublie
j'en oublie, mais il y en a d'autres. Ouais. Donc grosse tournée partout en France, Belgique, Suisse aussi peut-être. On a fait déjà, on n'y retourne pas là. Mais... Donc en France métropolitaine, en même temps que cet Accor Arena, le 24 novembre. Merci d'avoir suivi ce tunnel. On vous aura bien tunnel, on aura bien dégraissé, donc c'est chouette. La promesse est complètement remplie. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à commenter, à laisser des étoiles, à laisser des j'aime, à partager. Moi, je vous dis à lundi prochain. Et merci à toi, merci Jennifer Ayache, d'avoir partagé ce moment avec moi. Avec à bientôt, plaisir. salut.